Ce qui a fait le sous-marin militaire, c'est la torpille. Parce que jusque-là, un tout petit bateau ne pouvait pas espérer lutter contre un gros bateau. Or, la torpille, c'était une arme qu'on pouvait lancer à quelques distances, au début c'était quelques centaines de mètres, mais qui avait un pouvoir destructeur formidable. Le développement des activités industrielles dans les grandes profondeurs a également entraîné l'apparition d'une nouvelle génération de scaphandres rigides, dont la dextérité n'a cessé d'être améliorée. Conçu à la fin des années 1980, le Newt Suit est capable de fonctionner jusqu'à 300 mètres. Il est employé pour la maintenance des sites de forage et a aussi été adopté par les marines militaires qui l'utilisent notamment lors du sauvetage de sous-marins en difficulté. Son poids est assez conséquent, 300 kg, une autonomie de 48 heures en mode survie. Et ce qui le limite dans ses actions, ça va être la performance physique du plongeur. Il faut compter à peu près 6 heures de travail. Après, les limites physiques commencent à se faire ressentir et ça devient compliqué. Toutes les pièces du Newt Suit sont articulées, c'est-à-dire qu'elles peuvent tourner sur 360 degrés, notamment la pince qui permet au plongeur de pouvoir saisir ou lâcher un objet et également de crocheter un objet. Situé dans la botte du plongeur, vous avez une semelle, une semelle à droite, une semelle à gauche, et ça va permettre au plongeur d'actionner les moteurs du scaphandre et lui permettre de se déplacer en 3 dimensions. Donc il n'a plus qu'à appuyer sur les extrémités pour ou soit avancer, ou soit reculer, ou soit translater vers la droite, ou soit translater vers la gauche. Donc sur l'arrière, vous pouvez voir 3 boîtiers électroniques. Vous avez les bouteilles d'oxygène pur qui vont avec un débit permettre au plongeur d'avoir de la même qualité d'air qu'on respire dans l'air atmosphérique. Et vous avez 4 moteurs qui donc permettent au plongeur de pouvoir évoluer en 3 dimensions. La particularité, c'est que ces moteurs peuvent être éjectés. Si jamais le plongeur reste bloqué sur le fond, il pourra décrocher sa laisse, éjecter ses moteurs et le Newt Suit est prévu de remonter à la surface tout seul. Réservé à quelques cas extrêmes bien spécifiques, le scaphandre rigide est peu utilisé. Il est toutefois le seul qui permette à l'homme de faire l'expérience des profondeurs, en s'affranchissant réellement des effets de la pression, sans qu'il soit besoin de respirer un autre air, ni d'opérer une lente décompression. Comme pour les équipages des sous-marins, ces vaisseaux capables de se déplacer à la fois en surface et sous l'eau, dont Jules Verne pressentait qu'ils deviendraient un jour de formidables outils pour découvrir les profondeurs océaniques. Pourtant, dans les premières années, la production des sous-marins semble n'avoir été motivée que par des ambitions guerrières. En fait, l'élément marin, la mer, l'océan, la profondeur, c'est une zone dans laquelle on veut se cacher. Principalement, fondamentalement, on invente des bateaux capables de plonger pour pouvoir s'approcher de l'ennemi en toute discrétion et surtout, à l'origine, s'approcher avec des tout petits bateaux portant des torpilles d'un ennemi beaucoup plus puissant. Premier sous-marin de combat opérationnel de l'histoire, le Turtle est conçu aux États-Unis au XVIIIe siècle, lors de la guerre d'indépendance. Il est utilisé pendant le blocus du port de New York, mis en place par l'armée anglaise. On fait remonter classiquement l'invention du sous-marin offensif au Turtle. Le Turtle, c'était un tonneau qui était actionné par un seul homme. Cet homme, il devait pédaler pour avancer. Il avait une main pour pouvoir essayer de régler la plongée, l'immersion, qui était de quelques mètres, c'était au ras de l'eau. Et puis il avait l'autre main pour tourner une vrille, pour essayer d'enfoncer une vrille dans la coque du bateau dont il se serait approché sans se faire voir. C'était l'homme orchestre. Pour ne pas être ridicule, je ne vais pas vous simuler les mouvements que ça fait avec les 2 pieds et les 2 mains. C'était absolument invraisemblable. Durant les décennies suivantes, de nombreux prototypes voient le jour. Ils sont à propulsion humaine, comme le Hunley, utilisé par les Confédérés lors de la guerre de Sécession, ou encore le Nautilus, qui dispose même d'une voile pour ses déplacements en surface. Jusqu'à l'apparition au tournant du XXe siècle de modèles équipés de moteurs électriques ou à combustion, comme le Gymnote. Ce
ce qui a fait le sous-marin militaire, c'est la torpille. Parce que jusque-là, un tout petit bateau ne pouvait pas espérer lutter contre un gros bateau. Or, la torpille, c'était une arme qu'on pouvait lancer à quelques distances, au début c'était quelques centaines de mètres, mais qui avait un pouvoir destructeur formidable. Donc c'est comme ça qu'ont été développés tous les sous-marins, depuis le Gilmos jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans la première moitié du XXe siècle, les grandes nations se dotent de véritables flottes de sous-marins militaires, engagés dans des combats meurtriers lors des deux grands conflits. Les U-boats allemands se taillent la part du lion. Ils quadrillent l'Atlantique, la Méditerranée, la mer du Nord, prenant pour cible navires de guerre et convois de ravitaillement. Les risques sont nombreux. Le temps d'immersion est limité. Obligés de renouveler l'alimentation en air des moteurs diesel et de recharger leurs batteries électriques, les sous-marins doivent fréquemment refaire surface, devenant ainsi plus repérables. Il leur faut aussi échapper aux faisceaux des sonars et radars, d'inventions récentes qui favorisent leur détection par l'ennemi. Éviter les mines, encore, ou les tirs des navires ou des avions ennemis. Sur les quelques 1200 U-boats construits durant la Seconde Guerre mondiale, près de 1000 sont perdus. Les sous-mariniers allemands étaient des guerriers redoutables et d'un courage, d'une témérité même remarquable, avec un taux de perte gigantesque, à 80% de perte. 80% de perte. Et on considérait, vers la fin de la guerre, qu'un sous-marin qui avait fait 2 patrouilles était chanceux. Dans la seconde moitié du siècle, s'opère une véritable révolution. Apparaissent alors de nouveaux sous-marins fonctionnant à l'énergie nucléaire. Le premier est le Nautilus, lancé par la Navy en 1955. La chaleur produite par la fission atomique chauffe un circuit d'eau. La vapeur d'eau obtenue entraîne des turbines qui assurent la propulsion ainsi que la production d'électricité, d'eau douce et d'oxygène. Désormais libérés de la surface, les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent rester immergés durant plusieurs mois. Ils se déplacent aussi à des vitesses constantes bien supérieures à celles des sous-marins traditionnels. L'énergie nucléaire nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre à partir du milieu dans lequel on est. Et on s'efforce de revenir le moins possible au ras de la surface pour récupérer tel ou tel renseignement, telle ou telle précision de navigation. On s'efforce d'avoir la plus grande autonomie possible pour être complètement chez nous, sous l'eau, un énorme poisson armé d'hommes au milieu des poissons. Un cachalot, il remonte respirer toutes les 20 minutes à peu près. Nous, on ne remonte jamais respirer pendant des mois. Notre seule limite par rapport aux mammifères marins, c'est la limite psychologique de l'équipage. Aucun hublot n'équipe ces monstres de métal. En l'absence de repères visuels, la navigation se fait aux instruments. Dans un milieu océanique où le son se propage 4 fois plus vite qu'en surface, les sous-mariniers doivent aussi apprendre à écouter. Mieux comprendre leur environnement et décoder les bruits qui les entourent afin de prévenir tout danger potentiel. On vit tous les jours que Dieu fait avec tout ce qui vit sous l'eau. Les dauphins, c'est des oiseaux, si vous voulez. Ça crie, ça piaille, ça gazouille, ça module ou ça chasse.
Et selon leurs activités, entre le dauphin amoureux, le dauphin blessé et le dauphin en chasse, c'est pas le même cri. Vous avez les crevettes, elles claquent de leurs pinces, toutes ensemble. Des millions de pinces minuscules qui claquent ensemble. Ça fait un bruit considérable. Et alors, on peut en profiter pour aller se masquer derrière un banc de crevettes. On peut aller se masquer dans le banc de crevettes, mais c'est pas forcément malin, parce que comme on a un réacteur nucléaire qui aspire de l'eau de mer dans ses condenseurs pour la recracher de l'autre côté, on bouche nos filtres avec des pâtés de crevettes. Hein. Donc, vaut mieux pas être dans le banc de crevettes, vaut mieux être d'un côté. Hein. Ou alors, on peut essayer d'en faire le tour pour savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui se cache derrière. Et donc, il faut savoir en permanence imaginer ce qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit rien.